Oui, oui. Bonsoir, Monsieur Houdin. Je vous parle présentement des États-Unis, plus précisément dans le New Jersey. Je voudrais d'abord, au nom de tous ces résistants et patriotes du New Jersey en particulier et des États-Unis en général, vous remercier pour le travail abattu, pour la libération du président Gbagbo. Et ma question est la suivante. Au vu des nominations dont vous avez procédé en Europe d'abord et tout dernièrement au Canada, l'on est en droit de penser que vous allez faire des nominations aux États-Unis. Ma question se rapporte à votre modus operandi. En clair, procédez-vous d'abord à des consultations avant de faire vos nominations? Très rapidement, allez-vous considérer l'étendue du territoire américain afin d'envisager plusieurs nominations? Voilà ma question, je vous remercie. Oui, je vous remercie de la poser parce que c'est intéressant qu'on puisse s'expliquer sur ces nominations. Ces nominations, entre guillemets, c'est d'avoir des référents dans un certain nombre de pays qui puissent passer le relais de l'information. C'est-à-dire ce que j'ai parlé tout à l'heure de courroie de transmission. Je suis moi-même une courroie de transmission et ça permet d'avoir dans des pays qui ne soient pas éloignés comme l'Angleterre où je vais samedi, ou au Canada ou aux États-Unis qui sont un peu plus éloignés, d'avoir des personnes référents qui puissent faire passer le message et qui puissent faire le relais sur place en accord avec l'ensemble des organisations. Les gens qui ont été désignés sont des gens que je connais personnellement, avec qui j'ai discuté, et également dont la nomination a été discutée avec un certain nombre d'organisations locales pour que l'on soit bien d'accord sur le rôle des uns et des autres. Et à l'évidence, n'ayant pas eu encore la capacité d'aller aux États-Unis, qui sont quasiment un continent à eux tout seul, parce que il y a New York, Washington, Atlanta, Houston, j'ai des contacts un peu partout aux États-Unis, mais il est évident que aux États-Unis, il faudrait avoir des référents sur la côte est, la côte ouest et le sud du pays, là où les communautés sont les plus importantes, et pas avoir une seule personne pour l'ensemble des États-Unis. Mais ça ne peut se faire qu'en connaissance de cause, en connaissance des gens et en accord avec les uns et les autres. Monsieur Houdin, au-delà de toutes les considérations protocolaires que nous avons, nous, Ivoiriens, à l'égard du président Laurent Gbagbo, force est de constater que le président Laurent Gbagbo est un prisonnier. Donc lorsque vous êtes allé voir, je suppose, le président Laurent Gbagbo à La Haye, qu'est-ce que le prisonnier Laurent Gbagbo vous a confié? Quel est son état d'esprit face à la machination dont il est victime? Et deuxième question, sans nourrir d'illusions des Ivoiriens, pensez-vous que le président sera acquitté à l'issue de son procès? Et est-ce que la légalité constitutionnelle pourra être rétablie? Et, Monsieur Benadja, très très bonne question. Je reçois beaucoup de test messages en ce moment dans le studio et ces test messages vont à l'endroit de la question que vous venez de poser. Aussi, j'ajouterais, est-ce que le président Laurent Gbagbo souhaiterait revenir au pouvoir, Monsieur Houdin? D'abord, dans l'ordre logique des questions de M. Benadja, j'ai visité le président à La Haye. Quand on visite le président, on a une obligation qui est de la part des autorités pénitentiaires de ne pas trop communiquer à la presse. Par contre, ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a un aspect, disons, de sécurité politique entre les choses que nous dit le président, que je rapporte dans la hiérarchie autour de moi. Que malheureusement, pour des raisons que vous imaginez facilement, je ne peux pas mettre à l'antenne comme ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le président est serein, dans une excellente forme intellectuelle. Il a recouvré une santé qui était mise à mal dans des conditions très précaires de Korogo. Et tout le monde l'a vu le 5 décembre répondre aux questions de la juge et faire ce petit exposé brillant qui a fixé les choses à La Haye.
il est dans cet état d'esprit dans lequel il a dit nous irons jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça veut dire faire reconnaître le bon droit. Et faire reconnaître le bon droit, si nous commençons dans ce combat, c'est parce que nous avons l'intention que le président Gbagbo soit libéré dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Parce que le fond du dossier est vide. Donc le débat va être à la fois judiciaire, juridique et politique. Et vous pensez bien que le président Gbagbo, qui a fait de sa vie un acte politique permanent, ne va pas s'arrêter au moment où il livre le combat le plus important, non pas pour lui, mais pour son pays. Et de cette situation à La Haye va sortir la nouvelle Côte d'Ivoire. Et que ce qui se passe actuellement, je citerai une phrase du président, nous avons en face de nous la Côte d'Ivoire artificielle. La vraie Côte d'Ivoire est au combat pour rétablir la démocratie, la liberté d'expression. Et quand on dit liberté d'expression et démocratie, c'est liberté d'expression des gens qui ont voté Ouattara. Parce que il faut faire une chose et faire très attention à ça. Nous sommes dans un combat difficile. Nous aurons à terme, quand nous aurons gagné, à faire l'effort sur nous-mêmes du pardon et du respect de l'autre. En faisant attention à ce que si certains crimes contre l'humanité ont été commis, qui ne peuvent pas être absous, de les juger, mais de les juger en fonction du droit. Et non pas du droit du vainqueur, du droit lui-même. Donc il faut, et c'est une de mes préoccupations essentielles. Vous voyez, je connais la Côte d'Ivoire depuis longtemps, j'y suis arrivé, j'avais l'âge d'1 an. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires, j'ai travaillé au ministère des Finances, Bédi était ministre des Finances et Ouattara était un jeune cadre voltaïque à la Banque centrale, je parle des années 75. Donc moi c'est un pays qui me tient à cœur, pour lequel le président Gbagbo m'a fait l'honneur de me donner la citoyenneté. Et ce qu'il faut, c'est préserver la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est plurielle. La Côte d'Ivoire est une mosaïque ethnique et une mosaïque religieuse. Donc il faut qu'on soit très attentif à préserver cette unité dans le futur. Et à cet égard, je voudrais répondre à M. Ouattara, qui a dit une chose terrible. Quand on lui a posé la question pourquoi il nommait des gens du Nord, il a dit mais c'est un rattrapage parce que le Nord c'est 40% et les gens ont été opprimés depuis des années, ce qui est un mensonge absolu. D'abord, il n'y a pas 40% des gens du Nord en Côte d'Ivoire, c'est plus équilibré que ça, entre le Nord, l'Ouest et le Sud. Deuxièmement, je prends quelques exemples. Sous le président Gbagbo, le président de l'Assemblée nationale, c'était un homme du Nord. Le président du Conseil économique et social, c'était un homme du Nord. Le grand chancelier de la République, c'était un homme du Nord. L'inspecteur général d'État, un homme du Nord. Pendant la campagne électorale, le directeur de campagne du président, un homme du Nord, l'oncle du secrétaire actuel de la présidence. Le directeur financier, un homme du Nord qui s'appelait Soro, etc., etc. Donc, quand on dit que les gens du Nord ont été brimés sous Gbagbo, c'est un scandale de dire ça. Je donne un autre exemple au niveau des résultats électoraux. La ville de Bondoukou, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent le pays, est surnommée la ville aux 1000 mosquées. Le président Gbagbo a eu la majorité absolue à Bondoukou. Et s'il y avait eu liberté d'expression à Korogo, à Odjéné et ailleurs, le président Gbagbo aurait fait des scores impressionnants. Donc, il faut faire attention à tout ça et préserver le tissu. Est-ce que le président Laurent Gbagbo compte revenir au pouvoir? Le président Gbagbo a toujours fait de la politique dans l'intérêt de son pays. Tant qu'il a la capacité d'être au service du pays, il restera au service du pays. Le président Gbagbo n'est pas au service d'un pouvoir personnel. Le président Gbagbo, d'ailleurs, ça a été éclatant quand la Cour pénale internationale a déclaré son indigence. Ça démontre que vous avez un chef d'État en Afrique qui, au bout de 10 ans de pouvoir, dans les conditions d'extrême difficulté qu'il a eues, s'est toujours penché sur le pays, sur les problèmes du pays, dans l'intérêt général. Et ça nous rappelle qu'au moment de la crise, les Occidentaux, les médias occidentaux, les politiques occidentaux ont dit « Nous avons gelé les comptes de M. Gbagbo ». S'ils ont gelé les comptes de M. Gbagbo et que la CPI aujourd'hui dit « M. Gbagbo est indigent parce qu'on n'a pas trouvé de compte bancaire », quels sont ces comptes bancaires qui ont été gelés? C'était de la diffamation contre le président Gbagbo.
Donc le président Gbagbo est un homme de droit, de droiture, qui respecte son pays et qui continuera à se battre pour son pays tant qu'il a la capacité physique et intellectuelle de le faire. Ça passe par la présidence ou ailleurs, c'est à lui de se positionner. Mais je pense que si dans un délai qui ne doit pas être trop long, j'espère, on ne sait ni jour ni l'heure, mais on se bat tous pour que ça soit le plus court possible, le président Gbagbo est rétabli dans ses droits de citoyen ivoirien capable de vivre dans son pays et d'y faire la politique qu'il souhaite, je pense que très vite, il faut revenir à un système qui permette de refaire une élection dans ce pays, où ce qui serait l'idéal, c'est de reconnaître la réalité légitime du président, puisque quand le Conseil constitutionnel a proclamé le président élu, c'était la valeur de la chose jugée. Bon, on a piétiné ça aussi. Mais je peux vous assurer que si demain le président revient à Abidjan, vous aurez plus de monde de l'aéroport au centre-ville que si la Côte d'Ivoire gagne la CAN cette année. Bien, donc voilà que Ouattara est installé avec tous les tambours que nous connaissons. Et puis il arrive au pouvoir, il prend tout le gouvernement de Laurent Gbagbo et il le fout en prison comme des vulgaires personnes. Alors, qu'est-ce qui a motivé cet emprisonnement? Première question. Deuxième question, les deux autres sont des traditionnels chasseurs à qui on a donné des armes pour venir faire un travail tuer les Ivoiriens. À Abidjan, tous les vendeurs de Garba se sont alignés, ils sont aujourd'hui des militaires enrôlés dans notre armée ivoirienne. Cette armée-là, qu'en pensez-vous? Parce que les gens qui sont enrôlés, qui n'ont jamais eu une formation quelconque, et d'autres ne savent même pas parler le français, alors qu'en pensez-vous? Que pensez-vous que nous pourrions faire après que le pays soit sorti de cette mascarade? Les ministres attachés à l'intérêt général, beaucoup d'entre eux venaient de la société civile et c'était au service de la Côte d'Ivoire dans une période très difficile. Ils ne faisaient que leur devoir. Et aujourd'hui, de les trouver en prison, c'est vraiment scandaleux. Et quelques-uns ont pu sortir, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les uns et les autres soient tous dehors, et à commencer par le Premier ministre, les deux Premiers ministres, les anciens Premiers ministres, puisque M. Afine-Guessan est également en prison. Michel Gbagbo est en prison, est un citoyen français. La France ne fait rien pour lui, alors qu'on est allé pleurer sur d'autres Français qui avaient soi-disant disparu, dans des conditions qu'il faudra encore éclaircir. La première dame est en même temps vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui bénéficie à ce titre-là de l'immunité parlementaire, est aujourd'hui enfermée dans une maison à Haute-Génie, etc., etc. Donc tout ça, c'est strictement inadmissible et ça doit cesser dans les meilleurs délais. La deuxième chose, c'est concernant les dozos. Bon, je sais, dès mon plus jeune âge, je sais ce que c'était que les dozos, puisque quand en Côte d'Ivoire dans les années 50, quand vous alliez dans le nord, vous voyez ces gens qui étaient avec des vieilles pétoires, etc. Et aujourd'hui, vous les voyez parader avec des grosses armes de guerre dans le cœur de ville d'Abidjan. Mais je pense que le régime va s'autodétruire. Parce que, vous voyez, rien que le problème de la volonté, par exemple, des États-Unis de voir qu'un certain nombre de gens qui auraient commis des exactions, et ça, ils sont nombreux à l'avoir fait, donc le choix ne va pas être difficile à faire pour envoyer des gens comme ça à La Haye. Mais quand ils vont décider d'envoyer quelqu'un de ces équipes-là, des Comzones ou de M. Soro, et nous allons avoir une guerre fratricide. Chaque Comzone est un petit chef de guerre, avec des fois des intérêts antagonistes. Je prends un seul exemple entre Koné Zakaria et le fameux Ouattara, qui se sont battus sur des zones comme entre Sébéla et Vavois pendant des années. D'autres chefs de guerre à Boaké, et d'ailleurs un certain nombre d'entre eux sont déjà morts, parce que dans les 8 années, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la moitié des chefs de guerre de 2002 sont morts dans des combats fratricides. Je pense à Adams à Korogo avec ses adjoints, je pense à certains Amants, je pense à Sergent d'eau, etc., qui ont été tués par leurs congénères. Donc demain, nous risquons d'assister à une lutte entre ces gens-là. Et on ne peut pas parler d'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne en tant que telle n'existe pas. La vraie garde républicaine,
des milliers de gens de la garde républicaine ou de l'armée en général, sont actuellement ou chez eux ou en exil, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Il y a plusieurs milliers de soldats originaires de l'armée ivoirienne qui sont dans les camps du Ghana. Un certain nombre d'officiers supérieurs qui sont restés fidèles jusqu'au bout sont au Ghana. Ceux qui sont rentrés ne sont plus dans l'armée et ne font rien pour s'approcher du pouvoir de M. Ouattara. On a quelques officiers supérieurs qui malheureusement ne se sont pas comportés dans les conditions qu'on aurait souhaité et imaginé, mais pour la grande masse des officiers de l'encadrement et des sous-officiers ivoiriens, de la véritable armée ivoirienne, aujourd'hui ils ne sont plus derrière M. Ouattara, et M. Ouattara est prisonnier des risques conflictuels entre tous ces gens qui l'ont en partie amené au pouvoir, parce qu'il faut rappeler que sans l'intervention décisive de la France, ces groupes armés étaient en renvoi de destruction par l'armée ivoirienne dans Abidjan. Entre le 31 mars et le 3 avril, une grande partie du corps de bataille, entre guillemets, des FRCI avait été mis hors de combat, et c'est ça qui a motivé définitivement l'entrée en guerre de la France, parce que M. Ouattara allait subir ce que le général Kuznetsov avait fait subir à Napoléon dans Moscou, en détruisant la grande armée, et si ça avait été comme ça à Abidjan, au bout de 3-4 jours, les forces de M. Ouattara ayant été dispersées à Abidjan, l'armée ivoirienne aurait remonté jusqu'au nord dans des conditions de facilité évidentes. Alors, donc on comprend mieux aussi pourquoi la France a fini par intervenir pour sauver les meubles. Ok, merci Jean-Michel. J'interviens tout simplement pour poser une question à M. Oudin par rapport à mascarade, je pourrais appeler cette mascarade de justice que la CPI veut éventuellement faire à notre président. La question est la suivante. Est-ce que M. Oudin, vous qui êtes plus proche de notre président, est-ce que vous pensez que cette justice, la CPI va avoir une justice honnête, équitable, en fait, je veux dire, la justice vraiment faire son travail librement, sans la pression de la France, pour que justice soit faite? C'est évident qu'on peut se poser la question, c'est le grand sujet. Est-ce que ce sera une justice juste ou une justice politique? Il y a une grande partie de la réponse qui dépend de la façon dont nous-mêmes allons conduire, quand je dis nous, c'est la Côte d'Ivoire et le président, allons conduire le débat. Le président Gbagbo, déjà le 5 décembre, a impressionné les uns et les autres par la prestation de quelques minutes qu'il a faite. Et je pense que depuis ce jour-là, les certitudes d'en face ont commencé à s'ébranler. Et dans toute la période actuelle, même si on n'en parle pas au jour le jour, le président prépare sa défense. Et au sujet des avocats, pour clore un débat qui ne devrait pas avoir lieu, il faut dire aux uns et aux autres que le premier avocat du président Gbagbo, c'est le président Gbagbo lui-même. Personne d'autre que le président Gbagbo n'organisera la défense sur la forme et sur le fond. Ensuite, ça sera mis entre guillemets en musique par les avocats, mais la réalité du processus sera tenue par le président Gbagbo lui-même, et les quelques minutes qu'il nous a donné à voir le 5 décembre nous rendent très confiants sur la suite des événements vis-à-vis de la Cour pénale, parce que là aussi, la Cour pénale internationale, elle va être sous les feux de l'opinion internationale. Et à un moment ou à un autre, le président Gbagbo ne pourra pas être condamné dans un dossier vide. Le président Gbagbo, se retrouve aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, comme étant le nouveau Mandela. Et vous savez où a fini Mandela? La présidence de la République d'Afrique du Sud. Bon, avec un délai très long, et c'est ce délai qu'on va raccourcir, c'est évident. Mais au niveau du mécanisme et du système, je pense que le combat, quand le président Gbagbo dit nous allons aller jusqu'au bout, il va faire la démonstration totale qu'il est dans le vrai. Et quand on est dans le vrai,
eh bien les faits sont têtus, il y aura, d'une façon ou d'une autre, une pression internationale, populaire sinon médiatique, qui fera que les juges ne pourront pas dire et faire n'importe quoi, à mon avis. C'est un avis personnel, mais je pense que c'est effectivement à ce niveau-là que nous devons les uns et les autres se préparer à faire cette pression mondiale en même temps pour accompagner les actes que va poser le président à La Haye. On ne va pas le laisser faire, regarder. Nous ne serons pas dans la tribune, nous serons sur le terrain. Et quand je dis nous, c'est tous les Ivoiriens qui sont soucieux de l'intérêt et de la justice. Et les Ivoiriens, les Africains et tous les gens à travers le monde qui sont soucieux de la justice, de la liberté, de la démocratie, de la souveraineté des peuples. Question un peu personnelle pour M. Oudin. On a entendu beaucoup parler un petit peu d'indiscipline par rapport à la résistance. Moi, j'aimerais savoir, M. Oudin, quelles sont un peu vos attentes et si vous aviez des vœux quant au travail de la résistance. Que seraient ces vœux, que seraient ces attentes? Les vœux et les attentes, c'est que les uns et les autres pensent à l'intérêt général, pensent à voir devant eux dans l'intérêt du président et dans l'intérêt général. Et que les querelles de personnes, les querelles de positionnement, de petits cheffaillons de ci, de là, sont hors de proportion avec le combat en cours. On n'a pas choisi de se mettre là où on était. Les circonstances, les événements nous ont imposé de se trouver dans cette position-là. Des personnes ont été désignées. Les uns et les autres ont fait notre travail. Il faut que les uns et les autres aillent dans le même sens. Je dirais une chose que j'avais d'ailleurs dit au président à un moment des colloques de Yamoussoukro, où j'avais présidé une séance. J'avais dit, l'Ivoirien, pour le futur, fera un grand pas en avant quand il oubliera cette fameuse phrase que les Ivoiriens vont reconnaître: je gagne quoi dans ça? Et là, il faut qu'on se dise, tout ce qu'on a à gagner, c'est un pays libre, un président libre, un président en exercice, une Côte d'Ivoire qui se développe dans l'intérêt de ses enfants, de quelque origine qu'ils soient, dans l'intérêt des uns et des autres. C'est pas un combat pour X ou pour Y, c'est le combat du président et de la Côte d'Ivoire. Je dirais aux uns et aux autres, oubliez vos petites querelles. J'en observe, j'étais encore samedi dans une ville de France où j'ai réuni les responsables d'un certain nombre d'organismes. J'ai senti au départ qu'il y avait des gens qui voulaient se positionner, etc. On a fait une espèce de catharsis générale et puis les gens sont sortis extrêmement contents parce qu'ils sont finalement dépassés des petites choses. Parce que le combat est tellement important et tellement difficile qu'on ne peut pas s'arrêter à des petits combats d'arrière-garde et Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais chacun aura compris. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous garde fidèle au président Laurent Gbagbo? Dans la vie, il faut avoir des convictions. Moi, j'étais pas petit garçon blanc en Côte d'Ivoire dans les années 50. J'étais pas destiné à devenir un des conseillers d'un chef d'État de la Côte d'Ivoire beaucoup plus tard. Et ayant grandi par mes parents dans la période oufouetienne, comme dit le président, mon père ayant été un personnage important en Côte d'Ivoire par son activité professionnelle, puisque le président lui-même l'a décoré en 2010 pour les travaux qu'il a effectués. Je ne citerai que les 2 points d'Abidjan. J'ai connu, adolescent, le président Houphouët-Boigny. Et quand je suis rentré en France dans les années 80, j'ai commencé à entendre parler du nom du président Gbagbo, du futur président Gbagbo, comme étant l'opposant à Houphouët-Boigny. Quand vous avez été gamin, adolescent, élevé dans la période oufouetienne et que vous êtes français, les gens qui s'attaquent à Houphouët-Boigny sur le premier abord, vous vous dites, mais il s'attaque à quelqu'un qui est le père de la nation. Et puis au fur et à mesure, vous grandissez dans l'analyse politique. Et aujourd'hui, dans les années 90, j'ai découvert le président Gbagbo d'une autre façon. Et dans les années 2000, je suis devenu son conseiller. Et je suis devenu citoyen ivoirien.
Et au moment où on a fait ça le 28 novembre, que le président s'est retrouvé dans cette difficulté et que nous, on savait où était la vérité, il y avait deux choix. Soit de dire, bon, on va se mettre à côté du nouveau pouvoir et puis on va continuer à faire du mercenariat de bas étage, ou on va respecter notre propre conscience. Et on va respecter l'homme pour lequel on s'est battu. Et moi, je suis très fier aujourd'hui de continuer, d'avoir été un des premiers visiteurs du président à La Haye, et de continuer à me battre matin, midi et soir, dans l'adversité, dans l'intérêt du président et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et de tous ces enfants qui aujourd'hui vont pas à l'école, à tous ces filles-mères, à tous ces gens qui demain vont être les nouvelles générations, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans la situation actuelle? Parce que quand vous détruisez une génération au niveau de l'éducation, vous faites reculer le pays de 15 ans. Aujourd'hui, l'école ivoirienne, l'université ivoirienne est détruite par des gens sans foi ni loi. Donc il faut penser aussi à tous ces gens-là. C'est pas une chose mesquine qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une chose terrible. Hein. Donc moi j'ai aucun souci aujourd'hui à aller indexer les autorités françaises. Je peux vous dire que je connais un certain nombre de gens de l'autre côté et je ne me gêne pas pour leur dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est une honte pour la France. Et pour finir avec la France, je dirais que en me battant comme ça, j'essaye aussi de sauver quelque part l'honneur de la France en tant que pays des droits de l'homme. Parce que les dirigeants français actuels sont une tâche dans l'histoire de la France. Ils seront une tâche. Et le président Gbagbo, qui est un homme d'histoire, doit le ressentir tout le temps. Alors, est-ce que vous avez l'impression et donc, moi, je me mets... Oui. Est-ce que vous avez l'impression que cette crise ivoirienne est finalement en train de faire tache d'huile dans l'opinion publique au niveau de la France? Est-ce que cette crise ivoirienne va quelque peu affecter les prochaines élections présidentielles? Écoutez, moi je peux vous dire une chose. Je pense que, et ça sera une ironie parce qu'on va revenir à Dakar. Il va y avoir dans 3 semaines l'élection présidentielle au Sénégal, si elle a lieu, parce que dans les conditions où ça démarre, je ne sais pas si M. Wade ne va pas subir une opération à la Ben Ali. Wade dégage. Parce que ce qui se passe au Sénégal est extrêmement important aussi pour la suite des événements en Afrique. Mais prenons l'exemple que la raison est gardée au Sénégal et qu'il y a une élection présidentielle. M. Wade va partir. Et au mois d'avril, il y a l'élection en France. Il y a un mouvement qui est aujourd'hui animé par une célèbre écrivaine camerounaise que je salue, Mme Khalid Beyala, pour le million d'Africains de France, pour voter aux élections, pas nécessairement contre M. Sarkozy, mais voter contre un système qui veut faire perdurer le système du cavalier de la monture et faire prendre conscience aux uns et aux autres que les Africains de France, qui soient d'origine ivoirienne, camerounaise, sénégalaise ou autre, mais qui ont aussi la nationalité française, vont s'exprimer dans le débat présidentiel. Et quand M. Sarkozy a dit à Dakar, on y revient le 26 juillet 2007, l'homme africain n'est pas encore assez rentré dans l'histoire, j'espère que le 22 avril prochain, les Africains de France pourront comprendre à M. Sarkozy qu'ils sont rentrés dans l'histoire et qu'ils le lui font savoir dans les urnes, pour bien marquer le coup. Hein, je pense que ça sera une occasion unique de s'exprimer. Et quand j'étais à Toulouse vendredi, sur les personnes qui étaient dans la salle, j'ai posé la question, est-ce que vous êtes en France depuis combien de temps, etc. Et sur les 10 personnes qui représentaient les associations qui étaient là, il y en a 8 qui avaient la double nationalité. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit, on n'avait jusqu'à présent jamais voté en France. Mais cette fois-ci, on vote, et même nos enfants qui sont en âge de voter sont allés s'inscrire. Donc il y a un mouvement de fond qui se forme. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les sondages, parce que les écarts sont tellement énormes. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, un tel écart à 2 mois et demi d'une élection. D'accord. Nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti. Je voudrais vous remercier tous et particulièrement M. Oudin d'avoir accepté de passer ces 2 heures répondre à toutes nos questions. Avant de vous laisser partir, quel message vous donnez aux Ivoiriens, à tous nos téléspectateurs, aussi à la grande majorité de la diaspora africaine qui nous suit? Jean-Michel, avant de laisser partir, Gilles, une dernière question. On a vraiment plus de temps. On a vraiment plus de temps, Monsieur Adjei. On a largement dépassé. Juste 5 secondes. Ok, rapidement.
Oui, je voudrais savoir, parce qu'il a beaucoup vécu en Côte d'Ivoire, j'ai une autre question concernant Jacques Chirac, qui serait né en 1942, d'aucuns disent au 16e arrondissement, mais au même moment, en 1942, ses parents étaient en Côte d'Ivoire, précisément dans la région de Guidry, au Boto. Alors, est-ce que Chirac ne serait pas, par exemple, né en Côte d'Ivoire? D'accord, rapidement, on va... Le problème, vous savez, quand on se bat pour la vérité, il faut rester dans la vérité. Je connais cette histoire de la famille de Chirac qui serait née quelque part ou qui aurait vécu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est en dehors de toute réalité. L'état civil français est bien fait. Monsieur Chirac est né à Paris. De parents, son père a travaillé dans une banque, a été fondé de pouvoir d'une compagnie, d'une société qui fabriquait des avions. Sa mère est née en France, etc. Ses parents, je pense, n'ont même jamais connu l'Afrique. Donc il faut tordre le cou aussi. Mais nous grandissons à faire en sorte que la vérité soit toujours de notre côté. Ne laissons pas couvrir des histoires qui peuvent dévaluer le travail que l'on fait. Parce que si, dans notre combat pour la vérité, on laisse perdurer des choses qu'on peut appeler entre guillemets des canards, comme celui-là, on dévalue tout le reste de notre travail. Donc, restons nous-mêmes, on a suffisamment d'éléments de vérité pour nous, on n'a pas besoin d'aller inventer quelque chose ailleurs. Et c'est ça que je voudrais dire aux uns et aux autres, c'est que le combat du président Gbagbo est un combat noble. Le combat du président Gbagbo est un combat juste. Le combat du président Gbagbo est un combat qui mérite d'être mené. Ne le polluons pas, entre guillemets, avec des choses, que ce soit dans des combats internes entre nous, ou que ce soit en faisant prospérer des histoires comme celle dont vous venez de me parler. J'ai pas beaucoup je sais ce qu'a fait le président Chirac en Côte d'Ivoire. Je vous dirais simplement, pour finir avec ça, que à la fin de son mandat en 2007, j'ai croisé un des généraux qui avait commandé Licorne, que j'avais connu au moment de 2004. Et il m'a dit, monsieur Houdin, Chirac a pété les plombs, on a fabriqué les rebelles, et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Pour moi, cet aveu d'un général français qui a commandé Licorne suffit à me faire comprendre que je mène le bon combat. Cette émission est généreusement sponsorisée par Debout Côte d'Ivoire. Debout Côte d'Ivoire, le journal de l'information en ligne.